Bonsoir à tous. Donc, merci d'être venus ce soir pour la conférence sur l'inflation. Donc, l'idée étant d'évoquer en fait quels sont les impacts de cette inflation sur le patrimoine de vos patrimoines et le patrimoine de tous les Français à l'heure actuelle. Donc, je représente la société Alsace Famille et Office, qui est une filiale de groupe Cofimé et spécialisée en gestion de patrimoine. Donc, comme je vous le disais, l'intérêt de cette réunion, c'est l'impact de l'inflation. C'est une nouvelle donnée dans l'économie mondiale sur 2022. L'idée étant de vous présenter cet impact sur les deux volets du patrimoine d'un particulier, à savoir la partie immobilière et la partie financière. Donc, pour évoquer la partie immobilière, on suivra les explications de Fanny D'Alessandro, donc qui est experte en investissement immobilier à travers le réseau via la plateforme Patrimoine. Et la deuxième partie, ce sera un échange avec Christophe Brochard, donc qui est CGP sur Strasbourg et qui s'occupe de la gestion d'actifs et contrats d'assurance vie d'Alsace Family Office. Donc une petite introduction pour vous cibler un petit peu la situation. Concrètement, en fait, suite au Covid que nous avons tous connu, nous avons dû adapter nos modes de travail, nos modes de vie, et donc faire preuve d'une grande adaptabilité. Tout cela a beaucoup impacté notre façon de vivre, mais aussi l'économie mondiale. Et en fait, il y a un élément que personne n'avait vu venir, puisqu'on la disait disparaissante depuis 40 ans, c'est l'inflation. Et donc c'est vraiment cet événement-là qui est apparu en 2022 et qui a surpris beaucoup d'intervenants financiers, puisque on n'avait pas l'habitude de vivre, de gérer de l'argent ou de dépenser de l'argent avec cet événement qui est l'inflation. Donc, comme je vous le disais, ça a surpris beaucoup de monde. Aux États-Unis, il faut savoir qu'on a eu une inflation qui a pu atteindre 10%, alors que les taux de la Banque centrale américaine, la Fed, étaient à 0. Donc, ça fait un écart qui est juste énorme. Et donc, face à cette nouveauté, les banques centrales ont dû adapter leur politique, et elles avaient trois possibilités. Donc, c'était soit une inflation qui augmentait, soit une inflation qui restait stagnante, soit une inflation en baisse, sachant qu'évidemment, tout le monde espérait que d'elle-même, l'inflation reste stagnante ou baissière, mais évidemment, voilà, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et donc, en fait, elles ont dû adapter leur politique monétaire et donc prendre des décisions, chacune à tour de rôle. Donc, quelles ont été les politiques qui ont été choisies par les banques centrales, sachant que la première de mémoire à avoir dégainé, c'était la Fed, début 2022. Eh bien, elles ont décidé de prévoir une hausse de leur taux directeur. Et l'objectif de cette hausse, c'est bien évidemment de casser la courbe ascendante de l'inflation. Quelles en sont en résumé les conséquences, puisque je pense qu'il y en a encore d'autres, mais les principales, c'est déjà un coût de crédit qui est plus cher, évidemment, et en parallèle, une épargne dite sans risque qui se valorise aussi et qui a un taux de rendement plus élevé. Vous le voyez bien, le livret A a atteint plus de 2%, on parle de 3% bientôt. C'est clairement de l'épargne sans risque qui est rémunérée. Le problème de cette hausse de taux sur l'économie globale, c'est qu'elle est récessive. C'est-à-dire que les acteurs économiques, les particuliers, les professionnels, ne font plus d'emprunts, n'investissent plus, et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils épargnent. Et évidemment, ils épargnent aussi parce que le rendement de l'épargne sans risque est plus élevé. Donc, on est vraiment dans un système d'épargne de consommation, tout le contraire de ce qu'on a connu depuis 40 ans. Donc, c'est vraiment là où il y a une vraie différence par rapport à ce qu'on a pu connaître. Pour revenir au sujet du jour, donc les impacts sur l'immobilier. À mon sens, ils sont en prémisse et je pense qu'ils vont encore se développer. Pour moi, c'est une vraie réduction des financements bancaires qui sont accordés. Et forcément, la limitation des financements bancaires va rendre les ventes plus compliquées. Donc les vendeurs n'auront plus forcément la main sur leur prix de vente. Mais par contre, en parallèle, on va avoir des acquéreurs qui, eux, seront plus qualitatifs, plus rares, mais plus qualitatifs, avec une certitude de financement quasi à 100%.
je parlais éventuellement d'un dégonflement de la bulle immobilière, du fait de la baisse des taux constante depuis des années. Forcément, tout le monde quasiment a pu emprunter à taux bas, ce qui fait que tout le monde a au moins acheté sa résidence principale, un investissement financier, un investissement locatif. Et donc, clairement, ça a créé un système de bulle. La demande étant supérieure à l'offre, voilà, ça a été le prix qui a défini les règles du jeu. Et donc, est-ce qu'on va repartir dans l'autre sens grâce à cette augmentation de taux? Peut-être. Les impacts sur le financier, la hausse des taux rend donc certains actifs à nouveau attractifs. Les obligations, donc les emprunts d'État ont un taux qui augmente. Donc peut-être qu'il y a un intérêt à se placer sur ce type d'actifs. Et certaines zones géographiques ont une politique financière qui est différente de l'Europe, qui peut peut-être mieux rebondir. Les États-Unis se sont positionnés beaucoup plus tôt sur une hausse des taux. Certains pays des BRICS, donc l'Inde, etc., ont tout de suite aussi augmenté leurs taux. Donc il y a aussi une stratégie géographique à avoir sur le financier. Et donc là, c'est pareil. Est-ce qu'il n'y aura pas un dégonflement de la bulle sur les actifs qui sont liés au taux ? Forcément, avec cette hausse, ça peut avoir un impact. Et donc, un deuxième impact, c'est réfléchir à une réallocation de son portefeuille. On ne réfléchit plus de la même façon maintenant avec le retour de l'inflation qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Donc, en résumé, le retour de l'inflation implique une réorientation du patrimoine, aussi bien sur l'immobilier que sur le financier. Et l'idée étant de ne pas subir. L'idée étant de rester actif, d'agir pour contrecarrer ces effets de l'inflation, les minorer au maximum sans prémunir. Donc les questions que peuvent se poser les investisseurs, c'est quel est le rendement de mon bien immobilier actuellement, net de fiscalité, ainsi de suite, combien je gagne. Ça, souvent, on ne le maîtrise pas, les particuliers, souvent, ne le maîtrisent pas. Faut-il le vendre? On arbitre ou pas? Je dispose de liquidités, dois-je investir? Grosse question du moment, beaucoup de questions de ce type-là sur 2022. Et vu le contexte actuel, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais sur l'IMO? Est-ce que je vais sur du financier? Mais quel type de bien dans ces deux cas? Donc voilà, il y a vraiment des gros points à éclaircir. Et donc c'est là que je fais intervenir donc 2 spécialistes, chacun dans son domaine. A priori, on ne pourrait pas les interchanger. Donc voilà, Fanny sur la partie immobilière et Christophe sur la partie financière pour expliquer un petit peu comment ils voient les choses et quelles sont les solutions qui existent après. Voilà. Oui, donc Groupe 15, effectivement, société que j'ai créée, on est 8 personnes à peu près aujourd'hui à Strasbourg, il y a 15 ans. On a fêté nos 15 ans il y a quelques mois, enfin, on a passé nos 15 ans, on va les fêter au premier trimestre. Effectivement, on est une société complètement indépendante. Voilà, nos 3 valeurs sont clairement inscrite en dessous, c'est qu'on est une société effectivement qui est spécialisée dans la gestion effectivement du patrimoine financier, beaucoup en contrats luxembourgeois, contrats d'assurance vie luxembourgeois pour des particuliers, pour des personnes morales. Et sur ces contrats luxembourgeois, on propose des mandats d'arbitrage, donc c'est que nos clients nous confient en fait le choix des supports et le suivi de la gestion de leurs contrats. Et donc c'est ce qu'on fait depuis maintenant 15 ans. Voilà. Ça fait pas mal de temps, donc on a traversé pas mal d'époques, et pas mal d'époques un peu folles depuis 2008. Et ça ne s'arrête pas, ça continue. Les époques qu'on connaît continuent d'être inédites et incroyables. Voilà. Donc voilà. Donc présentation rapide, effectivement, groupe 15 depuis 15 ans, 8 collaborateurs, 250 clients, à peu près 120 millions d'euros d'encours aujourd'hui, sous gestion, tout au Luxembourg, pour des clients français et étrangers. Et on travaille effectivement donc, énormément en assurance vie, contrat de capitalisation, c'est le principal. On a depuis peu effectivement la possibilité de gérer, en fait on a trouvé des accords avec des compagnies d'assurance qui nous permettent de faire nos mandats de gestion sur des plans d'épargne retraite. Donc vous savez, c'est la nouvelle enveloppe qui permet une certaine défiscalisation. Et pour les patrimoines plus importants, on gère des fonds dédiés familiaux, c'est qu'on peut créer des fonds d'investissement réservés à une famille et dans lesquels les ascendants, descendants peuvent investir dans ces fonds d'investissement qu'on va gérer pour ces familles. Voilà, ça c'est la description de ce qu'on fait. Voilà, maintenant, ce qui nous intéresse. Le fameux retour d'inflation. Je ne vais pas revenir sur les très bonnes explications qui ont été faites de part et d'autre sur l'inflation. Je voulais juste faire un petit
flashback, retour vers le futur, comme retour vers le futur, c'est ce qu'on vit maintenant, c'était ce que Dorothée avait mis dans sa présentation, l'inflation qui a disparu, ou qui était effectivement sans cesse en train de diminuer depuis 1980. 1980, c'était le pic des taux à peu près. 1980, il y avait une inflation qui était de l'ordre de 18%, on avait des rendements monétaires pour les placements sans risque, bancaires, de l'ordre de 20%. C'était une autre époque. Voilà, donc c'était vraiment une autre époque. Et depuis ce pic, effectivement, des années 80-81, de façon constante, en fait, à peu près constante, les taux n'ont cessé de baisser, en fait. Voilà, d'accord. Et cette baisse de taux, effectivement, baisse de l'inflation, et donc baisse de taux. Quand on parle de baisse de taux, on parle de baisse de taux des banques centrales, comme tu le disais très bien. Les taux des banques centrales, qui sont fixés par les banques centrales, doivent suivre l'inflation normalement. Ils sont un peu plus élevés, un peu moins élevés, mais pas loin de l'inflation. Vous voyez. Si la Banque centrale souhaite accélérer et donner plutôt un coup d'accélérateur à l'économie, elle va plutôt mettre des taux légèrement inférieurs à l'inflation pour booster l'activité économique. Si au contraire elle veut freiner, elle va avoir des taux plutôt légèrement supérieurs à l'inflation pour au contraire freiner. Oui. Mais donc en tout cas ça se suit dans un mouchoir de poche, ces trucs-là. Et on a connu en fait une période, et on a oublié qu'elle était exceptionnelle, mais on a connu une période pendant 40 ans qui était une période de baisse constante de l'inflation, des taux d'intérêt. Oui, voilà. Jusqu'à arriver à un extrême, en Europe en tout cas, assez délirant, c'est-à-dire jusqu'en 2015, où on a connu des taux directeurs négatifs. Depuis 2015, il y a un des 3 taux directeurs de la BCE depuis 2015 jusqu'au début de l'année dernière. Voilà. Mais on a eu des taux directeurs, donc un des 3 taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui est négatif depuis 2015, alors qu'il y avait quand même de l'inflation. Donc là, on a déjà connu, en fait, ça fait pas mal de temps qu'on a un décrochage des taux par rapport à l'inflation. Il y avait une inflation de l'ordre de 2%, 1,5-2% à peu près en zone euro, et on avait des taux à zéro, et vous l'avez vu, des rendements de l'épargne, proche de zéro, des banques qui vous disaient, à juste titre, de laisser votre argent sur des comptes courants, ça ne sert plus à rien de faire des comptes à terme, de toute façon ça ne rapporte plus rien. Et puis même des situations ubuesques qu'on a connues dans des cas où vous avez des très très gros chèques de plusieurs dizaines de millions d'euros à encaisser, et vous n'avez aucune banque qui accepte de les encaisser, parce qu'en fait, sur les comptes bancaires français, on n'a pas imputé les taux négatifs, vous voyez. Mais en fait, quand vous mettez 100 euros sur un compte bancaire et qu'une banque vous rend 100 euros, en fait, elle paye quelque chose, parce que sur les marchés, à l'époque, ils étaient en rendement négatif, quoi. Et c'était un rendement négatif complètement fou, puisque c'est un rendement qui s'est transmis, un rendement négatif qui s'est transmis jusqu'au marché obligataire de long terme. Il faut savoir que jusqu'au début de l'année 2022, l'État français, pour ne parler que de lui, lorsqu'il empruntait à 10 ans, l'État français empruntait à moins 0,30%. D'accord, donc ça veut dire que jusqu'au début de cette année, plus on empruntait, plus l'État empruntait notamment, plus il s'enrichissait directement, même facialement, quoi. Sans compter l'inflation, sans compter qu'on avait quand même une inflation, voilà, un peu inférieure à 2%, quoi. Ça marche ? Voilà, donc on a eu cette baisse effectivement constante des taux d'intérêt. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des placements financiers des Français, si vous voulez. Voilà, si vous voulez, on peut distinguer, on peut diviser, si vous voulez, on considérait qu'il y a 3 grands types de placements financiers, d'accord. Le placement financier monétaire, donc les comptes à terme, les comptes épargne, enfin ce genre de trucs, tout ce qui est placement monétaire, bancaire, sans risque et rémunéré automonétaire. Les fonds en euros qui étaient des incontournables des Français. Vous savez, les placements sans risque en assurance, qui rapportaient à l'époque 4, 5, 6%, vous voyez, par an, puis ça ne cesse de baisser. Mais ces placements sont le plan d'épargne préféré des Français. Et la partie qui est plutôt notre spécialité à nous, tout ce qui est un peu investissement à plus long terme, en acceptant plus de risques et avec des ambitions de rendement qui sont plus élevées. Donc la gestion d'actifs sur les marchés financiers mondiaux, toutes classes d'actifs. D'accord ? 3 classes d'actifs. Et en fait, si vous voulez, pendant toute cette période de baisse des taux, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui avait le vent en poupe ? Alors, il y a la partie à risque, on n'en parle pas, ça posait pas trop de problèmes. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, les rendements monétaires rapportaient quand même quelque chose, puisque vous voyez, les taux étaient quand même un peu positifs, vous voyez, et les taux suivaient l'inflation, mais étaient quand même positifs. On a connu des époques où les fameux livrets A, qui est subventionné, qui est un peu supérieur au compte épargne classique, rapportait 4-5%. C'était il y a longtemps maintenant, mais voilà, même moi j'ai connu ça. Et donc ça rapportait pas mal. Et par contre, vous aviez le placement roi pendant toute cette période-là, c'était le fonds en euros d'assurance.
Parce que le fonds en euros d'assurance, en fait, est en réalité un placement obligataire, d'accord? Et en fait, comme c'est un placement obligataire, c'est un placement qui est en retard sur la courbe des taux, vous voyez? Et donc, comme les taux étaient sans cesse descendants, en fait, les taux descendaient, vous aviez les placements monétaires dont les taux baissaient, d'accord, jusqu'à devenir quasi nul, hein, ce qu'on a connu depuis 2015 en zone euro. Et quand vous aviez un taux monétaire à 4, vous voyez, vous aviez des rendements sur les fonds en euros. Les fonds en euros, vous distribuez des rendements encore à 5-6, parce qu'en fait, ils vous distribuaient des rendements des obligations qu'ils avaient achetées avant à des taux plus élevés et qu'ils sont obligés de conserver 10 ans, vous voyez. Et donc, le fonds en euros était vraiment le placement roi pendant tout ce temps-là, quoi. D'accord, voilà. Jusqu'à arriver à des moments où, donc 2015, où les taux sont tellement bas que plus rien ne rapporte rien. Les fonds en euros ne rapportent plus rien. Vous voyez, on était vraiment à autour de 1%. Voilà, ça dépend des stratégies de distribution de réserve, hein, des compagnies. Mais les fonds en euros sont très très bas. L'épargne monétaire, vous l'avez vu, hein, c'était une catastrophe absolue. C'est-à-dire, voilà, c'était à zéro, voilà, ou pas loin. Et alors qu'il y avait de l'inflation. Donc on était déjà sur des rendements réels négatifs. Il y avait de l'inflation à 2%. Hein, pas comme maintenant, hein, mais à 2%. Et donc on était déjà sur des rendements réels négatifs. D'accord ? Ça marche? Donc ça, c'est juste c'est la grande période qu'on a connue. Donc voilà. Si on passe à... Oui. Or là, ce qui se passe effectivement, c'est qu'on a un changement très brutal, qui est un changement complet en fait de paradigme. Ça fait 40 ans qu'on est habitué à un monde, qui est le monde que je viens de décrire. Et là, brutalement, depuis début 2022, on passe dans un autre monde. Vraiment, c'est un complet changement de paradigme qui vient justement de la hausse des taux d'intérêt, qui est rendu nécessaire par le retour brutal de l'inflation. D'accord ? C'est un changement de paradigme sur toutes les classes d'actifs. Et en fait, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec les analyses qui ont été présentées. C'est-à-dire que l'inflation, pour nous, comme on la voit, en tout cas, elle va être durable. Il y a beaucoup d'analystes aujourd'hui qui pensent que à la fin 2023, c'est terminé. Oui. Et qu'on va retourner dans des baisses de taux, on va retourner à des taux très très bas. Nous, on pense qu'elle va baisser un petit peu probablement cette année. Elle est en train de baisser un tout petit peu. Mais elle va vraiment s'installer, quoi. Elle va vraiment s'installer. Il y a des causes structurelles de l'inflation, en fait, aujourd'hui, hein. Il y a des causes conjoncturelles, on espère conjoncturelles, comme la guerre en Ukraine, comme les sanctions russes, comme un certain nombre de choses de ce type-là. Mais il y a des causes structurelles pour nous, notamment les investissements rendus quasiment obligatoires aujourd'hui, vous savez, pour les transitions énergétiques, ce genre de choses, etc., où on est en train effectivement d'arrêter des technologies qui sont très rentables et peu coûteuses pour des raisons écologiques, pour préférer des technologies qui sont beaucoup plus coûteuses, par exemple, et beaucoup moins rentables. Et donc tout ça, ça crée de l'inflation. Ça crée de l'inflation, et c'est de l'inflation pérenne. Il y a le détournement, effectivement, d'un certain nombre de matières premières agricoles. Le maïs, avant, vous savez, servait à nourrir les animaux et les hommes, et maintenant il sert à faire de l'éthanol pour le mettre dans les voitures, et donc il y a des famines en ce moment, il y a des famines en Équateur, il y a des famines dans plein de pays, parce qu'effectivement, ils ne trouvent plus du tout de matières premières agricoles pour se nourrir, parce qu'en fait, il y a beaucoup de ces matières premières agricoles qu'on préfère vendre pour faire des voitures vertes, écologiques, etc., par exemple, entre autres. Mais en fait, il y a beaucoup de distorsions, en fait, de marché, qui sont structurelles et qui sont imposées aujourd'hui par l'idéologie, par les pouvoirs publics en général mondiaux. Hein. Ça marche. Donc pour nous, cette inflation, effectivement, elle va être pérenne. Voilà. Et elle revient brutalement, mais elle va être pérenne. Donc voilà. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire qu'on rentre effectivement dans un monde de dégonflement de bulles. En fait, ce qu'on a eu pendant les 40 ans, si vous voulez, pendant lesquels effectivement les taux n'ont cessé de baisser, ça veut dire que le coût de l'argent on a cessé de baisser, d'accord ? Donc on avait toujours, chaque année qui passait, on avait plus intérêt à emprunter, effectivement, puisque c'était vraiment de moins en moins cher au niveau du coût de l'argent, d'accord ? Et de l'autre côté, en même temps, ce que tu disais très bien, c'est que on était chaque année, l'argent qu'on ne dépensait pas mais qu'on épargnait, rapportait de moins en moins. Et donc en fait, tout le monde était... quand les taux baissent, vous savez, tout le monde est incité à dépenser et à faire tourner l'économie. Et ça fait tourner l'économie, d'accord ? Quand les taux montent, c'est le contraire, d'accord ? Et quand les taux baissent, effectivement, on a donc dans les 40 ans qu'on a connu de baisse des taux, en fait, il y a un certain nombre d'actifs qui ont profité de ces baisses de taux. Et notamment, l'immobilier, clairement, en fait partie. Hein. Il y a eu des très très fortes hausses des prix depuis 40 ans sur l'immobilier, hein, partout dans le monde, hein. Grâce en partie à ça, en partie à ces taux qui effectivement baissaient, ce coût du crédit qui est de moins en moins cher. Hein. Ça, c'est un sujet. Il y a eu des sociétés, des actions, des sociétés qui ont profité pendant 40 ans de ces baisses de taux, notamment les tech, hein, tout ce qui est digital, le Nasdaq, vous voyez, qui a connu effectivement un énorme essor grâce à cette baisse constante de taux d'intérêt.
Et grâce à cette baisse constante de taux d'intérêt, naturellement, tout ce qui est marché obligataire, donc c'est le plus gros marché au monde, hein, c'est beaucoup plus gros que les actions, le marché obligataire, les dettes d'État, les dettes des entreprises, mais des États aussi, se portaient très bien, puisque quand les taux baissent, les obligations montent. Donc tout allait bien, il n'y avait absolument pas de problème sur ces marchés-là, et ces marchés se sont très très fortement valorisés en fait. Hein. Voilà. Et là, ce qui se passe effectivement, c'est qu'on est sur un moment où, où ce qui devient plus compliqué, quoi. Puisqu'effectivement, cette réapparition brutale d'une inflation positive et persistante fait que les taux d'intérêt remontent. Ils n'ont peut-être pas fini de monter, même si on commence à entrevoir la fin. Mais là, on a eu en 2022 une hausse des taux absolument historique. Hein, la rapidité de la hausse des taux d'intérêt de la Fed, on n'a jamais vu ça. C'est absolument historique et c'est probablement pas encore suffisant. Mais c'était, voilà. Et si vous voulez, cette hausse de taux fait quoi? Comme conséquence quoi? Elle a comme conséquence, si vous voulez, que ça amène à faire se dégonfler un certain nombre de bulles. Vous voyez, vous avez le marché obligataire, donc qui est le plus gros marché du monde, hein, sur des actifs, si vous investissez sur des obligations d'État ou des obligations d'entreprises très solides, c'est les marchés les plus sécurisés au monde, vous voyez. Et la dette d'État américaine, pour ne citer qu'elle, c'est le 10 ans américain, c'est le plus sûr au monde, si vous voulez. Le 10 ans américain, si vous en aviez, il s'est écroulé de quasiment 20% cette année. Alors que c'est le placement le plus sûr au monde, vous voyez. Et ça vient juste effectivement de la hausse des taux qui a eu lieu cette année, en fait. Hein. Des hausses de taux qui ont eu lieu cette année. Donc, si vous voulez, ça a fait s'écrouler effectivement ces placements-là. Le Nasdaq, qui est un énorme marché, un des très très gros marchés américains, qui cote les sociétés tech, digitales, etc., a perdu 32-33% de sa valeur sur l'année. C'est absolument dingue. Sachant qu'il faut savoir que dans le Nasdaq, en fait, vous savez, le Nasdaq est un marché qui est un énorme marché. Hein. Il s'échange là-dessus par jour quasiment le PIB de la France, hein, pour vous dire, voilà. C'est juste gigantesque. Dans ce marché-là, vous avez 4 grosses sociétés, vous savez, les fameux GAFAM, enfin 4 ou 5 selon si on mettait cela dedans. Si vous voulez, 4 grosses sociétés qui représentent une grosse partie de l'indice, vous savez, Google, Microsoft, Alphabet, c'est-à-dire Google, Amazon, Apple et Meta, Facebook, effectivement, et Tesla, qu'on pourrait mettre dedans, qui, effectivement, ces sociétés-là ont très fortement baissé aussi, mais elles se sont relativement tenues. Par contre, quand vous regardez le reste de la cote du Nasdaq, la plupart des sociétés sont à moins 60, moins 70, moins 80% de baisse. Là, c'est juste sur l'année 2022. D'accord? Et tout ça, ça vient justement des taux, directement des taux. Parce qu'en fait, le coût du crédit, effectivement, n'était pas cher du tout au début 2022, et il est devenu, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est 4-4,5% si vous empruntez, vous voyez. Et en passant juste à ce niveau-là, si vous voulez, eh bien, les tech, les sociétés tech, qui sont des sociétés qui sont souvent très très endettées, donc qui ont besoin des dettes très fortement financées, donc qui sont sensibles au taux d'intérêt. Si vous avez beaucoup de dettes et que le taux passe de 1 à 4%, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un tableau d'amortissement, mais ce n'est pas du tout la même chanson. Donc, et donc ces sociétés-là, effectivement, ne peuvent plus garder la même valorisation, vous voyez, à cause de ces hausses de taux. Et donc elles chutent, en fait elles s'ajustent, les valeurs de ces actifs-là s'ajustent complètement. Et elles ont chuté très 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 fortement. Et pour nous, on pense que c'est pas encore fini d'ailleurs pour ces trajets-là. Hein, donc il y a des grandes bulles qui se sont créées et puis qui se dégonflent depuis que l'argent rapporte de nouveau quelque chose. On a aussi eu les crypto-monnaies. On en avait parlé pas mal, mais effectivement, les crypto-monnaies sont des actifs qui se sont développés très très... Alors ça existe depuis 15 ans, mais si vous voulez, ils se sont développés de façon massive depuis les taux négatifs, depuis les taux réels négatifs, depuis 2015, 2016, 2017. Là, on a eu vraiment énormément de gens qui sont venus vers les crypto-monnaies, parce que comme l'argent ne rapportait plus rien, vous voyez, vous placiez de l'argent à la banque en zone euro il y a 3 ans, vous aviez un rendement de 0 et une inflation de 2. Donc, pas intéressant, et en plus on imprimait de la monnaie de partout, vous voyez. Et donc les crypto-monnaies sont venues, ce ne sont pas des monnaies, hein, pour nous c'est des crypto-actifs plutôt, mais ces investissements sont venus en disant, puisque l'argent perd structurellement de la valeur, eh ben on va aller sur un truc qui rapporte rien, vous voyez, les crypto-monnaies ça ne rapporte rien, c'est comme de l'or, hein, ça ne rapporte rien, c'est 0, vous voyez. Et, mais si ça rapporte rien, c'est déjà plus que moins 2% par an, vous voyez. Et donc beaucoup de gens se sont rués effectivement sur les crypto-monnaies parce que les taux étaient bas. Ça a permis à ces crypto-monnaies effectivement de s'envoler. Voilà, il y en a plein. Hein. Il y a les Bitcoin, Ethereum, Luna, etc. Il y en a plein. Voilà, qui se sont effectivement envolés et qui se sont tous crashés cette année. Pourquoi? À cause des taux. Puisqu'effectivement maintenant, comme l'argent rapporte quelque chose.
Vous voyez, maintenant l'argent, le livret A, tout simple et sans risque, rapporte 2%. Donc c'est pas intéressant, si vous voulez, d'avoir. Alors je parle pas que du livret A, mais même à l'échelle mondiale, si vous voulez, au niveau des États-Unis, au niveau des banques, les rendements monétaires aujourd'hui rapportent quelque chose. Vous voyez, les crypto-monnaies ne rapportent rien. Et donc forcément, voilà, il y a eu cette énorme chute effectivement des crypto-monnaies liées encore au taux d'intérêt. En fait, les taux d'intérêt, c'est vraiment un truc auquel on ne pense pas forcément, mais c'est ce qui définit la température de l'eau et c'est ce qui définit un peu le prix de tous les actifs dans le monde. Et c'est vraiment l'élément le plus important, en fait. Ça définit le prix des devises, des monnaies entre elles, ça définit le bon prix des actions, parce que ça définit le bon prix des obligations. Donc c'est vraiment très très important. Et effectivement, quand les taux remontent, forcément, ça fait se dégonfler un certain nombre de bulles. Et effectivement, on a connu pendant 40 ans une énorme financiarisation de l'économie. Vous vous souvenez, on a vu que les banques centrales, la Fed, la BCE n'ont cessé d'imprimer des dizaines de milliers de milliards, c'est juste stratosphérique, depuis 2008 notamment. Mais ça a continué avec le Covid. Enfin, là, c'était carrément, on imprimait de la monnaie. Vous voyez, c'est une des raisons, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, de l'inflation qu'on a aujourd'hui, toute cette création monétaire absolument incroyable. Mais il y a eu une énorme financiarisation de l'économie. C'est qu'il y avait toujours, dès qu'il y avait un problème, les États pouvaient dépenser tant qu'ils voulaient, parce que les banques centrales derrière imprimaient de l'argent tant qu'ils voulaient, et tout ça fonctionnait très très bien. Vous voyez ? Et là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans une époque où les taux d'intérêt remontent. Donc, comme les taux d'intérêt remontent, c'est terminé, ça. Vous voyez ? Et en plus, les banques centrales doivent retirer progressivement de l'argent, leur masse monétaire. Et donc là, on va se retrouver à... Vous voyez, on est exactement en train de vivre ce que Warren Buffett, vous savez, qui est un énorme investisseur, et une machine à proverbes. Il a fait plein de proverbes sur la bourse qui sont souvent géniaux. Et il disait, effectivement, c'est quand la mer se retire. Donc la mer, c'est la liquidité, c'est la création monétaire, vous voyez. C'est quand on arrête de créer de la monnaie, vous voyez. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent sans maillot. Ouais, voilà. Et on est vraiment dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'effectivement, là, la hausse des taux va remettre un peu voilà, il va falloir être rationnel dans les investissements. Mais voilà, il y a beaucoup de bulles en fait qui sont en train de se dégonfler. C'est pas terminé. Il y a énormément d'argent qu'il va falloir retirer du système. Donc en fait, c'est la fin de la financiarisation de l'économie. Sans compter qu'il y a un énorme sujet, c'est que s'il y a un vrai problème demain, quel qu'il soit, sur la croissance économique, les États aujourd'hui ne peuvent plus, au taux qu'ils payent, ne peuvent plus intervenir comme ils sont intervenus auparavant. D'accord ? Voilà. Donc c'est un énorme sujet. Voilà. De là, on peut déduire beaucoup de choses. Ça marche, ça va ? Je vais vite à la fin. Excusez-moi, j'espère que je suis... Et alors pour nous, en tout cas, comment on voit les choses ? Nous, on voit les choses de la façon suivante. C'est-à-dire qu'effectivement, ce retour d'inflation, qui est très important, en fait, est principalement dans le monde occidental. En fait, pour nous, il y a 3 zones dans le monde aujourd'hui, si vous voulez. Il y a effectivement l'Europe, les États-Unis, donc en gros l'OTAN, il faut rajouter l'Australie et le Japon, si vous voulez, qui ont atteint effectivement des inflations proches de 10% en courant d'année, selon les indicateurs qu'on regarde. Si on regarde les indicateurs composites avec l'ensemble des composantes inflation, y compris matières premières et éléments volatiles, on a atteint plus de 10% en zone euro et plus de 10% aux États-Unis cette année. Et donc vous vous dites 10% d'un côté de l'Atlantique, 10% de l'autre côté de l'Atlantique, au même moment, c'est les mêmes causes forcément, vous voyez. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes causes. ça ressemble, ça a l'air d'être la même chose, puisque c'est 2 fois 10% d'inflation, mais les causes sont pas du tout les mêmes. En fait, l'inflation en Europe, si vous voulez, elle vient énormément de l'écroulement de la monnaie euro. L'euro a beaucoup baissé par rapport au dollar, en tout cas, courant de l'année 2022. Donc cette monnaie vraiment a très fortement baissé. Comme en plus l'Europe, vous savez, on ne produit pas de pétrole, pas de gaz de schiste, on se l'est interdit à nous-mêmes, on s'interdit même de faire des recherches. Comme on ne produit pas de matières premières, vous voyez, on en achète tout le temps à l'étranger, en Russie beaucoup avant, en tout cas jusqu'à l'année dernière. Et en fait, ces matières premières se vendent en dollars. Donc quand vous avez l'euro qui baisse, vous devez acheter déjà du dollar pour après acheter du pétrole. Vous voyez. Puis en plus, comme le pétrole, on ne peut plus l'acheter à la Russie et qu'on l'achète 60% au-dessus du prix, voire 4 fois plus cher aux États-Unis, vous voyez, puis c'est à cause des sanctions qui sont prises, en fait, on a des prix de l'énergie, par exemple, qui explosent totalement en fait en euros. Si on les libelle en euros, qui sont absolument monstrueux. Et donc ça fait que ça augmente les coûts de production des entreprises, d'accord ? Pour vous dire, cette année, on a eu des mesures pour les sociétés industrielles allemandes où ils montraient que les coûts de production avaient augmenté de près de 25%, plus de 22% cette année, quoi. D'accord ? Donc à cause de ces coûts, notamment de matières premières, mais pas que, aussi de produits manufacturés qui venaient de Chine avec le Covid. Enfin, la Chine est complètement bloquée, était complètement bloquée avec la politique zéro Covid. Bref. Donc hausse des coûts de production. Les entreprises sont obligées naturellement de les reporter sur les prix. D'accord, ça fait de l'inflation. Et voilà l'inflation, effectivement, en zone euro. C'est une inflation importée, c'est une mauvaise inflation, parce que c'est une inflation qui s'accompagne d'une croissance économique
faible. C'est pas les 30 glorieuses, quoi. On n'est pas du tout dans l'époque où, vous voyez, où tout montait parce que les salaires montaient en même temps. Voilà, pas du tout. On a une croissance faible, on n'est pas en récession. On a une croissance faible et on a une inflation importée énorme. Et voilà les raisons de l'inflation, effectivement, en zone euro. Et ça nous semble problématique pour la Banque Centrale Européenne. Elle va avoir beaucoup de mal à juguler ça. On est assez prudents, nous, sur la zone euro. Deuxième grande zone, c'est les États-Unis. 10% aussi d'inflation, c'est la même chose? Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Les États-Unis ont le dollar. Et là, vraiment, ça leur sert énormément. Parce qu'en fait, ils ont le dollar. Ça veut dire déjà qu'ils achètent leur pétrole en dollars. Puis en plus, ils sont autosuffisants en pétrole aujourd'hui. Hein. Les États-Unis, avec gaz et huile de schiste, sont autosuffisants en pétrole, en énergie. Donc, ils n'ont aucun problème d'approvisionnement. Eux, pas acheter de pétrole à la Russie, il y a zéro problème. Ils se le payent à eux-mêmes au prix normal. Il n'y a aucun souci. Ils nous en vendent d'ailleurs 4 fois plus cher à l'Europe depuis qu'on a arrêté d'acheter du pétrole russe. Ils font de bonnes affaires. Mais donc pour les États-Unis, il n'y a aucun problème d'inflation importée. Le pétrole, ils l'achètent avec prix tout à fait normaux. Les matières premières qui ont effectivement beaucoup augmenté, mais le dollar aussi, donc ça se voit pas. Donc ils n'ont aucun problème de ce côté-là. D'où vient l'inflation américaine alors ? Eh bien, l'inflation américaine, elle vient du fait qu'il y a une trop forte activité économique. L'inflation américaine vient du fait qu'en fait, ils sont à 3,5% de taux de chômage aujourd'hui. Il faut savoir qu'en dessous de 5%, on considère qu'une économie au plein emploi, aux États-Unis, ils sont à 3,5% de taux de chômage. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez plus trouver personne. Lorsque vous êtes une entreprise, vous n'arrivez plus à recruter. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi américain, il y a 1,7 postes vacants par chômeur. C'est juste monstrueux. Et donc dès que vous voulez avoir quelqu'un qui travaille pour vous, vous êtes obligé de le débaucher, de le payer beaucoup plus cher. Ça fait une inflation des salaires, hausse des coûts, hausse des prix des services, et c'est les prix des services qui expliquent l'inflation américaine. Pour vous dire, il y a juste un chiffre que je vous donne important, c'est qui a eu lieu en début août, à mon avis, pour moi c'est le chiffre de l'année, début août, vous savez, on a publié tous les mois, on publie les chiffres des créations d'emplois en Amérique du mois précédent. Et début août, on a publié les chiffres des créations d'emplois sur le mois de juillet, qui est un mois normalement un peu plus calme, vous voyez, parce que c'est l'été, etc. Et les analystes donnent toujours une fourchette de création, d'anticipation, et anticiper au maximum 250 000 créations d'emplois, ce qui est une bonne création d'emplois, normale pour les États-Unis sur le mois. Et ce qui s'est passé, c'est pas 250 000 créations d'emplois qu'ils ont créées, c'est 528 000. C'est-à-dire plus du double du haut de la fourchette. C'est absolument fantastique. Vous vous souvenez dans quel état on était en juillet, personne ne savait s'il allait encore y avoir du pétrole, etc. Et eux font ce chiffre absolument phénoménal de création d'emplois. Et il faut savoir que c'est le plus fort taux de nombre d'emplois créés en un mois aux États-Unis depuis 75 ans. Donc ils vont super bien. Enfin, vous voyez, leur problème, c'est qu'ils vont super bien, d'accord ? Donc voilà, l'économie américaine, en fait, tourne à plein gaz. Ils n'ont pas assez de personnes. D'ailleurs, ils cherchent à attirer aussi bien des entreprises que des personnes européennes, vous voyez, qui perdraient leur emploi. Vous voyez, ouais. Chez elles, en ce moment, vous avez vu, il y a des lois, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui sont absolument meurtriers pour l'industrie européenne. Enfin bref, voilà, les Américains comme toujours. Hein. Mais en tout cas, eux, leur économie, effectivement, est extrêmement solide, extrêmement forte. Et eux, leur problème, c'est ça. Leur problème, c'est vraiment le plein emploi. Et donc, effectivement, donc ils ont une inflation qui est très forte. Et la Fed, elle, va devoir aussi casser, comme vous le disiez très bien, va devoir casser cette inflation en augmentant les taux, en essayant de ne pas faire tomber tout le monde en récession. Parce que s'ils font tomber tout le monde en récession, en augmentant trop fort les taux d'intérêt, il n'y a personne pour sauver le pays, ni aux États-Unis, ni chez nous, hein, pas avec les taux d'intérêt qu'on a. Donc, voilà. Donc, nous, on pense que ces hausses de taux ne sont pas forcément terminées, même s'il y a un gros chemin qui a déjà été fait, mais ce n'est pas forcément terminé dans ces zones-là. Donc, voilà. Donc, nous, ces zones-là, on les traite de façon non directionnelle. On pense qu'il y a des grosses affaires à faire sur des rotations de portefeuille, voilà. Mais on le traite de façon non directionnelle, c'est-à-dire qu'on ne joue pas la hausse ni la baisse de ce marché-là. On joue la hausse de certains actifs et la baisse d'autres actifs. Et c'est ce qu'on fait dans les portefeuilles sur ces zones-là. D'accord ? Et alors, ce que je voulais vous dire principalement, c'est qu'il y a une troisième zone pour nous, qui nous semble être la zone vraiment à regarder aujourd'hui, en tout cas en portefeuille financier, ce sont les pays émergents. C'est-à-dire qu'en fait, la troisième zone, c'est quoi ? C'est 85% de la population mondiale, c'est-à-dire c'est toute l'Asie. Toute l'Afrique, le Moyen-Orient, y compris Israël, toute l'Amérique du Sud. Si vous voulez, toutes ces zones-là, tous les pays de ces zones-là, en fait, n'ont pas du tout la même interprétation du conflit ukrainien qu'on nous bassine dans les médias, si vous voulez. Ne pensent pas du tout que Zelensky est le gentil et Poutine le méchant, ils pensent même plutôt l'inverse. Et ces pays-là refusent en fait de pratiquer les sanctions qu'essayent d'imposer les pays de l'OTAN à l'égard de la Russie. Ça, il faut le savoir. Hein. La Russie
Il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut plus exporter vers l'Europe, hein, mais la balance commerciale russe a été multipliée par 2 l'année dernière ouais, par rapport à l'année précédente. Donc si l'Europe n'achète plus, qui achète? Eh bien justement, les gens qui achètent, ce sont les pays émergents. Et ça, c'est très très fort. Il faut savoir que ces pays-là, en fait, ont beaucoup d'avantages. D'une part, leurs banques centrales ne se sont pas fait surprendre par l'inflation, dans la plupart des cas. Vous voyez, comme tu disais très bien, au début de l'année, il y a 6 mois, si vous voulez, l'inflation était très haute, jusqu'à 10%, et on avait des taux de la Banque centrale, des banques centrales, Fed et BCE, qui étaient au tapis. Et en fait, les banques centrales se sont faites complètement distancées par les taux, quoi. Vous voyez, voilà. Et donc elles montent les taux à des moments compliqués, et elles ont ce travail vraiment compliqué à faire. Alors qu'effectivement, la plupart des grandes banques centrales, hein, je parle des pays émergents, ont monté les taux quand il fallait. Les taux directeurs de la Banque centrale du Brésil, par exemple, sont à 9% et ils ont une inflation à 4%. L'Inde, qui est en train de devenir un énorme pays, c'est pareil. L'inflation est en train de baisser en Chine. Voilà. Donc en fait, en tout cas, ils n'ont pas ce problème de rattrapage des taux. Donc ils n'ont pas cette pression à la baisse sur leurs actifs. Donc ça, c'est le premier élément très important. Deuxième élément, ils ont une démographie très importante. Je vous donne juste un exemple qui va probablement vous parler. Mon frère a une entreprise d'informatique ici, là, une trentaine de salariés, ça se passe, voilà. Et en fait, il me disait, aujourd'hui, je peux pas recruter, parce que juste le siège du Crédit Mutuel à Strasbourg, là, recrute chaque année 3 fois plus d'informaticiens qu'il n'en sort de toutes les écoles d'informatique d'Alsace. C'est-à-dire on a ce problème du plein emploi. Vous voyez, chez nous aussi, on commence à avoir du mal à trouver des gens. Hein, vous voyez, voilà. Et il a fait partie d'une délégation du MEDEF là, pour aller en Inde, pour voir à s'implanter. D'ailleurs, je crois qu'il va créer une agence là-bas. Et il me disait, en Inde, c'est simple, tous les ans, il y a 11 millions d'informaticiens, en plus top niveau, qui sortent des écoles, et il y a 3 millions de nouveaux postes par an. Et donc il me dit, moi c'est simple, moi, ma croissance, elle est là-bas, et puis ici, je peux pas grandir ici. Et donc voilà, c'est pour vous dire, eux n'ont pas le problème démographique, parce qu'ils ont une démographie très riche et beaucoup plus active. Ils n'ont pas le problème du plein emploi, et le plein emploi fait partie des problèmes qui vont ancrer l'inflation, si vous voulez, dans les pays développés. Ça ne va pas être le cas dans les pays émergents. En plus de ça, ce qui n'est pas inflationniste là-bas, c'est qu'ils continuent à acheter du pétrole tranquillement à la Russie. D'ailleurs, ils l'achètent 30% en dessous du prix. Ces pays sont en plus en train d'accélérer leur organisation au sein des forums des BRICS, au sein d'une organisation qui est une contre-ONU, si vous voulez, qui s'appelle l'Organisation de la coopération de Shanghai. Donc c'est des centaines de pays qui se réunissent. Il y a eu beaucoup de sommets qui ont été faits cette année. Hein, et ça s'est accéléré notamment à cause des sanctions occidentales contre la Russie. Et ces pays-là sont en train de s'organiser. Ils sont en train de créer une monnaie commune basée sur les matières premières, l'or, les matières premières. Vous voyez, pour éviter d'avoir une monnaie comme l'euro et le dollar, vous savez, qu'on imprime, dont on n'est pas sûr de la valeur. Ils sont en train de créer des accords d'échange entre eux, de protection militaire aussi. Voilà, c'est un truc absolument phénoménal. Donc c'est des pays qui sont vraiment au début. Pour nous, la décennie qui va venir, ça va être la décennie des pays émergents. Et on est très fortement investi là-dessus. Et en fait, pourquoi il faut investir que maintenant? Nous, ça fait quelques mois, ça fait 4 mois, 3 mois qu'on est investi, qu'on a pris des positions, puis on est en train de construire des portefeuilles assez agressifs sur ces thématiques-là. Pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, pourquoi on ne pouvait pas le faire avant? Pourquoi on ne pouvait pas acheter ces pays avant? Parce qu'en fait, ces pays, effectivement, souffraient de la hausse du dollar. Le dollar était très très haussier cette année, jusqu'à peu près le mois d'octobre. Et là, par contre, ça y est, le dollar est en train d'entamer sa assez rapide décrue face à toutes les autres monnaies. Et donc, ça libère vraiment plein de pouvoir sur les pays émergents, que ce soit sur les marchés actions, que ce soit sur les devises, que ce soit sur les obligations qui sont à des bons taux d'intérêt et qui peuvent baisser. Donc eux sont en fin de cycle en fait. Eux sont dans une situation... Enfin, voilà, donc je pense qu'on va avoir une croissance asynchrone, si vous voulez, dans le monde, là, dans les années qui viennent, où effectivement on va avoir une inflation qui s'installe, une croissance qui est plutôt au ralentissement, pas forcément la récession. Hein, on ne pense pas qu'il y aura de grosses récessions, on ne croit pas ça aujourd'hui, ni en zone euro, ni aux États-Unis, mais en tout cas une croissance qui est plutôt à ralentir. Et à l'inverse, dans les pays émergents, c'est le début d'un vrai cycle. Et donc il y a plein d'opportunités. Voilà.